J'aimerais te proposer une séance de coaching aujourd'hui et je te le dis tout de suite, quelquefois les images sont bonnes et quelquefois c'est atroce. C'est à peu près pareil d'ailleurs pour le son. Pourquoi ? Eh bien avant tout parce que je suis un trou, parce que j'ai pas expliqué convenablement à la personne qui me filmait comment tenir le stabilisateur. Et qu'en plus de ça, j'ai supprimé les fichiers son avant de les avoir transférés sur mon ordi parce que je pensais que je l'avais déjà fait. Oui, vous pouvez me lyncher publiquement. On va donc, je pense, alterner entre séquences prises durant la séance et moi qui parle comme maintenant, histoire de pas trop vous donner la nausée, même si, ne nous mentons pas, ça risque d'être difficile à supporter. L'objectif était avant tout de te présenter la vraie façon que j'ai de coacher quelqu'un pendant une séance et de peut-être réussir à t'aider toi à faire mieux les exos que tu fais actuellement, voire, soyons fous, pour du coaching pour d'autres personnes. Donc je ne vais pas seulement te montrer les choses que je fais, mais je vais aussi essayer de t'expliquer pourquoi je les fais. Présentons d'abord l'énergumène, Frédéric Hoyot, 20 ans, mon élève à la fois en kendo mais aussi en coaching et aussi accessoirement mon meilleur pote. Pourquoi je le coach ? Parce qu'il veut d'une part prendre du muscle, et on dirait pas mais il a déjà gagné 7 kilos sous ma supervision, et encore, il pourrait faire mieux, il y a des périodes où il est pas très sérieux. De l'autre, et c'est son objectif principal, il veut devenir meilleur en kendo. Actuellement membre du groupe de l'équipe de France, il a envie d'accéder à la titularisation. Ça tombe bien, ces deux objectifs vont ensemble pour le moment. J'aimerais le faire accéder à une certaine masse musculaire avant de lui faire travailler du plus spécifique. Néanmoins, il a la consigne d'aller systématiquement au max de sa vitesse en phase concentrique. Bon, on va pas se mentir sur cette séance, malgré le fait que je lui gueule dessus pendant les séries, il y arrive pas toujours forcément. Sinon, l'objectif du coup de cette série en question était simple. J'ai changé récemment son programme. Je voulais donc juste voir s'il s'en sortait bien sur les exos. Normalement, quand je le fais en ligne, je m'assure que tous les exos soient bien compris. Car quand les personnes n'ont pas les bonnes sensations ou des doutes, je leur demande de m'envoyer des vidéos d'elles qui font le mouvement. Sans te détailler l'échauffement outre mesure, le gainage, je le mets quasi systématiquement au début. Car 1, ça ne mobilise pas d'énormes ressources énergétiques. 2, ça te permet de préactiver tes muscles de la sangle abdominale. Ce qui est toujours un plus pour rester bien droit, ne pas abîmer ta colonne, et quand on sait qu'un rachis bien stabilisé permet d'envoyer plus d'influx nerveux, voilà quoi. Au cas où tu ne le saches pas, très grosso modo, plus d'influx nerveux ça veut dire plus de force. Ici j'essaye de le corriger pour qu'il mette son bassin en rétroversion. En effet le gainage fait de cette façon active bien mieux les abdos que rester juste droit. Tu me crois pas ? Essaye de tester les deux versions par toi-même, ne serait-ce que 20 secondes. Et pleure. Quand je parle de sangle abdominale, je parle aussi des spinaux. Mais même la planche inversée est un excellent exercice de stabilisation de la chaîne postérieure. Dorsaux, fessiers, ischio, tout y passe. Et on remarque que le gars qui a pris son polo pour faire du front squat, il va vraiment avoir le regretter. Alors pour tous ceux qui pensent que Fred squatte jambes très écart, faut savoir quelques petits trucs à propos du kendo. La souplesse des chevilles y est énormément limitée car on adopte tout le temps une posture talon décollé. Au bout d'un moment, les tissus se rigidifient un peu et moi, au bout de 13 ans de kendo, j'ai essayé, franchement, sincèrement, de gagner en mobilité des chevilles l'année dernière pendant, il me semble, 2-3 mois. La seule chose que j'ai vraiment réussi à faire, c'est de perdre de la sensibilité au niveau du pied gauche, donc j'ai arrêté quoi. Et oui, c'était vraiment dû à ça, puisqu'après avoir arrêté, ça allait mieux bizarrement. En revanche, il a deux problèmes majeurs, même si on ne les voit pas bien ici. Premièrement, c'est que ses genoux ne se plient pas dans le sens de ses pieds et que du coup ses talons se décollent. Deuxièmement, il ne cherche pas assez à se tenir droit. Ton torse qui se redécolle à la fin du mouvement. Pas compliqué. Ton torse qui va vers le haut, c'est avec le torse que tu fais en sorte de tirer ton mouvement vers le haut. Ok ? Comme ça, voilà, comme tu essayais d'amener en fait là tes clavicules vers le plafond, comme si tu essayais de les amener dans le plafond direct. Ok ? Le conseil que je viens de donner et surtout la manière que j'ai eu de le faire n'est pas anodine. En effet, on sait que ce qui fonctionne le mieux en termes de correction technique comme d'activation musculaire, c'est ce qu'on appelle le focus externe. En gros, il vaut mieux éviter de dire à quelqu'un « contracte tes fessiers » ou « mets tes fesses en arrière », mais plutôt favoriser un point de repère extérieur à son corps. Exemple comme ici, essaye d'envoyer tes clavicules dans le plafond. Ça demande du boulot de réflexion pour le coach car il faut utiliser des métaphores parlantes. Et franchement, je te dis pas que moi-même j'y arrive tout le temps, c'est compliqué surtout pour expliquer un mouvement en détail. Mais ça permet à l'élève de mieux faire et je pense surtout qu'il se souvient mieux des consignes parce qu'elles sont un peu rigolotes. Comme il y a une association de sensations, d'images, etc. avec le mouvement. Important aussi du coup les différents types d'informations. On voit souvent des coachs
coachs être un peu trop tactiles avec leurs élèves, surtout de sexe féminin. Mais faut bien comprendre que malgré ces déviances à condamner, petit aparté, les mecs qui font ça me dégoûtent. Avoir besoin d'un job pour toucher des nanas et en profiter. Sérieux. Malgré ces gens-là donc assez peu respectables, parfois toucher quelqu'un c'est important pour lui faire comprendre, voire essentiel parce que nous ne passons pas tous par les mêmes canaux et que les athlètes ont tendance à être beaucoup plus kinesthésiques. Fais attention. Mais pourquoi diable je le laisse faire pas correctement? Parce qu'en fait on a remarqué que ne pas laisser quelqu'un faire ses erreurs, à moins qu'elle soit vraiment très grave, eh bien ça ralentit sa progression. Il y a moins de rétention de l'information à long terme. Il vaut mieux corriger quelqu'un une fois tous les 3 mouvements que une fois tous les mouvements. À tel point que si tu corriges après chaque répétition, bah ouais, il va mieux le faire pendant la séance, mais sur le long terme, bah ce sera pas le cas. Alors que si c'est une fois toutes les 3 ou 4 répétitions, bah là il va s'améliorer à long terme. Évidemment, on parle de tendance et de moyenne, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens pour qui la correction après chaque répétition fonctionne parfaitement. Perso, je préfère faire mes corrections à la fin des séries ou juste utiliser le verbal pendant cette dernière si jamais il y a quelque chose qui va vraiment pas. À la fin, ce qui a bien fonctionné pour Fred, c'est quand je poussais contre ses genoux. Ça aurait pu fonctionner par exemple avec une mini-bande, hein, si tu t'entraînes tout seul. Quoique, avec l'écartement de Fred, je suis pas sûr. Ce que je trouve aussi important de faire, c'est une sorte de mini débrief, que ce soit entre un coach et un élève, mais aussi simplement pour toi quand tu t'entraînes tout seul. Tu peux noter par exemple tes sensations dans ton carnet d'entraînement pour mieux t'en souvenir. Et si t'as pas de carnet d'entraînement, sérieux, qu'est-ce que tu fous? Ça permet de se rendre compte des progrès qu'on a fait et de ce qui reste à faire. Le leg curl de Lavier, j'en parlerai bientôt sur mon Insta, si c'est pas déjà fait, dans ma série sur les exercices optimisés. Mais ce qu'il faut juste savoir pour le moment, c'est qu'en avançant le buste, on garde les ischios à une longueur à peu près constante durant le mouvement, ce qui correspond à leur fonction première de transfert d'énergie lors de la course. Et sinon, le gros problème de Fred lors de cet exo, c'est qu'il chargeait pas assez. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas aller à l'échec systématiquement. Mais pour ça, faut savoir où il se situe. Mettre suffisamment d'intensité, c'est important pour que la série soit suffisamment productive d'un point de vue muscle. À sa démarche, on voit bien que les ischios ont été sollicités. Les fentes bulgares, autre exo optimisé et super intéressant pour les fessiers, à condition de bien les faire évidemment. Son exécution est loin d'être mauvaise, mais il y a quand même un point qui m'a dérangé et sur lequel j'ai voulu insister. Je voulais absolument qu'il ne transfère pas trop de son poids sur sa jambe arrière, ce qui enlèverait à mon sens l'intérêt principal de l'exercice, isoler les fessiers. S'il a en définitive réussi à quand même pas trop mal s'en sortir, je pense qu'on aurait pu faire mieux en termes de maximisation de la tension des fessiers. Peut-être en avançant le pied un peu plus. La leçon à retenir, c'est qu'on peut pas tout bien faire extrêmement super bien en une seule fois. L'entraînement est là pour ça, aider à progresser. Voilà, c'est ça. C'est bien. Bon là, il est important de bien constater mon rôle de glandeur. Enfin, pas exactement, mais j'en reparle à la fin de la vidéo. Dernière petite chose, tu vois la tête qu'il tire en mode souffrance ultime? Certains te disent qu'il ne faut absolument pas le montrer parce qu'il ne faut pas dépenser de l'énergie dans sa phase de souffrance. Bah non, hein, y a rien qui le prouve. Et je pense même à titre personnel, sans l'avoir jamais vérifié, que ça peut t'aider à tirer 1 ou 2 répétitions de plus comme une sorte de potentiation globale des muscles de la tête. Du coup, petit bilan. Dans les jours qui ont suivi la séance, Fred était explosé. Il avait du mal à marcher et il n'a pas refait les jambes avant 1 semaine. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Selon moi, 2 choses qui semblent évidentes, mais qui, si on ne s'est jamais posé la question, peuvent complètement nous échapper. La première, c'est que quand un coach est à côté de toi, qu'il te regarde, tu cherches à faire mieux, beaucoup mieux que d'habitude. Car tu as une sorte de pression, un peu comme en compétition ou en examen. Et ça te fait bouger la perception de ton échec musculaire. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les études du style « Oui, mais est-ce que les gens connaissent vraiment leur échec musculaire ?» elles sont un peu biaisées. Ou disons plutôt qu'elles sont à prendre avec des pincettes, surtout quand on ne sait pas à quel point les scientifiques ont pu encourager les personnes en question. La deuxième chose à en retirer découle de la première. Faire toutes tes séances avec un coach ou un partenaire d'entraînement devrait être pris en compte en termes de variables. C'est un rajout de fatigue qui devrait te faire reconsidérer ton volume total d'entraînement sur la semaine. Évidemment, pour te corriger, il sera toujours bon d'avoir
avoir un avis extérieur. Mais bien planifier tes séances de coaching, par exemple juste avant un deload ou au début d'un cycle d'entraînement, mais avec des poids plus faibles, etc., etc. Ou même faire comme mes clients font avec moi, c'est-à-dire m'envoyer des vidéos d'exercices pour avoir une correction en décalé. Ce qui m'amène à la conclusion que pour les débutants complets, avoir un coach présent en physique, ça peut être une sorte de booster qui va t'aider à trouver tes limites. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est une option à envisager. Je connais plein de gens qui ont commencé par leurs propres moyens et qui ont eu une progression très rapide. Mais ils ont surtout bien fait attention à leur technique. Bref, j'espère t'avoir appris un truc ou deux. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup, à liker, à partager, à commenter, à aller voir mon Utip ou mon Tipeee pour me lâcher une petite pièce, à venir sur le Discord pour discuter avec toute la communauté. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus compétents donc du coup, et c'est un plaisir d'accueillir de nouvelles personnes. Prends soin de toi et à la prochaine. Elle est bien ma salle, hein? Eh ben n'hésite pas à y passer. Si je suis là, je t'accueillerai avec grand plaisir.